Le cessez-le-feu dans la guerre avec l'Iran a d'abord été rompu par l'Iran, puis par Israël, avant que les deux ne reviennent plus ou moins à un cessez-le-feu. Sauf qu'en réalité, on ne sait pas vraiment où tout ça va nous mener, ni comment la situation va évoluer. Que va-t-il se passer maintenant? Et d'ailleurs, la guerre pourrait aussi s'étendre horizontalement. Elle a déjà pris un peu plus d'ampleur qu'avant, et on va essayer de démêler tout ce qui se passe pour comprendre ce qui s'est réellement produit et ce qui pourrait arriver ensuite. Regardons d'abord ce qui s'est passé. Ces derniers jours, plusieurs frappes ont eu lieu. Vous voyez là, en haut à gauche de l'écran. Dimanche, Israël a frappé la périphérie de Beyrouth après avoir affirmé que le Hezbollah avait attaqué Israël. Alors bien sûr, le Liban et le Hezbollah sont vraiment au cœur de toute cette guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Parce que l'Iran affirme que les attaques du Hezbollah sont équivalentes à des actions de son armée. Donc si l'un est en guerre, les deux le sont. Et s'il y a un cessez-le-feu avec l'un, il doit y en avoir un avec tous, sinon il n'y a pas de cessez-le-feu du tout. Israël, évidemment, Trump a supplié Israël d'accepter cela, mais ils ont refusé de le faire. Et finalement, quand ils ont frappé Beyrouth, plus précisément l'une de ses banlieues, c'est là que l'Iran a répliqué et a frappé Israël. On voit alors, en haut à droite de l'écran, que l'Iran a riposté aux frappes sur Beyrouth en lançant des missiles sur Israël, tenant ainsi sa menace. Lundi, Israël a déclaré avoir frappé des sites militaires et un complexe pétrochimique en Iran. Et puis, en bas de l'écran, on voit que l'armée israélienne a aussi affirmé que les Houthis avaient tiré un missile sur Israël ce même jour. On y reviendra dans un instant. En réaction à tout ça, on se retrouve avec beaucoup de problèmes à gérer. D'abord, comment tout cela a-t-il commencé? Tout a démarré, comme je l'ai dit, quand le camp israélien a ignoré Trump, ignoré les Iraniens, et lancé des missiles sur le Hezbollah, notamment à Beyrouth. Israël sait très bien ce que cela signifie. Ils comprennent que c'est justement le genre de dossier que Trump essayait de retirer de la table, en particulier avec le Liban. Mais Israël refuse de le faire, parce que les éléments montrent qu'il cherche à saper toute avancée vers la paix menée par les États-Unis. Ils ne veulent pas que la guerre se termine. Ils veulent que la guerre s'intensifie. Alors, ils ont pris des mesures spécifiquement conçues pour provoquer une riposte de l'Iran. Ils savaient que si l'Iran les frappait et qu'ils répondaient ensuite, il y aurait une chance que la guerre s'étende à nouveau. Maintenant, les choses ne se sont pas passées exactement comme ils l'avaient prévu, du moins pas pour l'instant. Je veux être très clair dès le départ. La situation actuelle est extrêmement fragile. Elle l'est d'ailleurs depuis le début du conflit et depuis que le cessez-le-feu s'est plus ou moins installé autour du 40e jour. Et là, on en est à peu près au 101e jour. Donc en réalité, on est aujourd'hui davantage dans une trêve vacillante que dans la phase active de la guerre au tout début. Mais Trump essaie de retirer tout ça de la table parce qu'il sait les dégâts économiques que ça cause aux États-Unis et les difficultés politiques que ça va lui poser à l'approche des élections de mi-mandat, et ainsi de suite. Donc il essaie de faire disparaître tout le dossier. Mais la question du Liban, avec le Hezbollah, c'est le cœur du problème. Et Israël le sait très bien. Ils s'en servent comme levier pour bloquer toute avancée vers la paix. Et jusqu'à présent, ils y sont parvenus. Après qu'Israël a lancé son attaque sur Beyrouth, l'Iran a riposté en tirant des missiles sur Israël. C'était d'ailleurs la première fois que l'Iran tirait directement des missiles sur Israël sans que ce soit une réponse immédiate à une attaque israélienne. Cette fois, ils ont vraiment tenu leur promesse. Ils ont dit qu'ils allaient envisager de frapper l'équivalent du Hezbollah avec leur propre armée dans ce combat. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Juste après ça, le président Trump a déclaré « Écoutez,
Ce que je suggère à l'Iran, c'est que vous avez tiré vos missiles, ça suffit. Maintenant, revenez à la table des négociations et faisons un accord. Il essayait d'empêcher Israël de riposter. En gros, il disait à l'Iran, « D'accord, vous avez réagi, vous n'avez pas aimé ce qui se passait avec le Hezbollah au Liban. Très bien. Maintenant, revenons à la table et discutons. » Et bien sûr, le président Trump, comme je vous le montre sans arrêt sur Truth Social, répète toujours qu'un accord est presque conclu, qu'on y est presque, qu'il ne manque qu'un peu de temps, que tout est pratiquement réglé, ce genre de choses. Et encore une fois, ce matin, il y a quoi? 3 heures et demie à peine. Même scénario. Il parle de négociations finales pour la paix qui avancerait. Mais il n'y a aucune négociation finale en cours, mes amis. Écoutez, tant que vous ne verrez pas les deux parties, et je parle des États-Unis et de l'Iran, se rencontrer en personne quelque part, que ce soit au Pakistan ou ailleurs, on n'y est pas encore. Pour l'instant, le mieux qu'on ait, c'est des échanges d'informations entre différents interlocuteurs, et ils espèrent pouvoir se rapprocher. Parce que tant qu'ils ne se rapprochent pas, ça ne sert à rien de se rencontrer. Alors, quand vous entendez le président Trump dire encore aujourd'hui que quelque chose est sur le point d'aboutir, n'y croyez pas, tant que vous n'aurez pas vu les deux parties se retrouver face à face. C'est comme ça que fonctionne la diplomatie. C'est comme ça que fonctionnent les négociations. Vous avez des intermédiaires, vous faites passer des messages, des notes, et c'est ce qui se passe en ce moment. Donc, oui, il y a une certaine activité diplomatique, mais on est encore très loin d'un accord sur ce que chaque camp est prêt à accepter. C'est pour ça que, selon eux, l'Iran ne perd même pas son temps à venir nous rencontrer en personne. Tant qu'ils ne peuvent pas combler les écarts, ou à moins qu'ils y parviennent, ça ne sert à rien de se voir. On y reviendra dans un instant. À ce moment-là, le président Trump disait à l'Iran, « D'accord, vous avez fait votre part. » Et en même temps, il disait au camp israélien, « Ne tirez pas vos missiles, continuons sur cette voie, parce que je veux que tout ça se termine. » Le président Trump a donc exhorté Netanyahou, et d'après ce sous-titre, il lui aurait dit de ne pas riposter. Pourtant, l'armée israélienne affirmait être prête à frapper avec détermination. Mais bien sûr, comme on le sait tous, Israël a quand même lancé des frappes contre l'Iran. Et ensuite, Téhéran a répliqué par des salves de tirs. Résultat, on s'est retrouvé dans un nouvel enchaînement de représailles, coup pour coup. Alors, ce matin, le président Trump, d'abord, vers 5 heures et demie, a publié un message sur Truth Social en disant qu'Israël et l'Iran devaient immédiatement arrêter de tirer. Je ne comprends jamais pourquoi il met des guillemets autour de mots comme ça. Ça n'a aucun sens. Ce n'est clairement pas nécessaire puisqu'ils sont vraiment en train de tirer. Bref, il a dit qu'ils devaient arrêter. Et puis environ 1 heure plus tard, presque exactement 1 heure plus tard, il a publié un autre message disant que les deux camps, Israël et l'Iran, cherchaient à conclure un cessez-le-feu immédiat. Les négociations finales pour la paix sont en cours, sauf si l'ignorance ou la stupidité viennent tout gâcher. Le blocus restera en place, et c'est important de le préciser, pleinement en vigueur jusqu'à ce qu'un accord final soit trouvé. Les choses devraient avancer rapidement. Merci de votre attention. Ils ne vont pas agir rapidement, donc inutile de compter là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que le président Trump a essayé de dire à Israël de ne pas riposter contre l'Iran. Il a aussi tenté de dire à l'Iran d'arrêter de tirer des missiles. Aucun des deux ne l'a écouté à ce moment-là. Mais d'après la presse israélienne ce matin, Netanyahou a parlé avec Trump avant cette publication sur Truth Social à propos du cessez-le-feu. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et le président américain Donald Trump se sont entretenus par téléphone lundi. Un responsable israélien a indiqué à Reuters que l'appel avait eu lieu avant que Trump ne publie sur Truth Social que l'Israël et l'Iran cherchaient à conclure un cessez-le-feu immédiat.
On en apprend un peu plus grâce au New York Times. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, ce matin même, semblait vouloir calmer le jeu après les critiques du président Trump. Apparemment, il a donc encore une certaine influence, même si elle s'exerce un peu tard. Monsieur Netanyahou a ordonné à l'armée israélienne de suspendre les préparatifs d'une nouvelle attaque prévue pour aujourd'hui, selon des responsables militaires israéliens, au courant de la situation. Le bureau de monsieur Netanyahou n'a pas fait de commentaires, et ils ont poursuivi sur ce sujet. Mais ce n'est pas la seule information qu'on y trouve. Il faut aussi revenir sur le rôle des gardiens de la Révolution, le corps des Padaran. À ce moment-là, ils ont envoyé un signal, et peut-être que c'était aussi lié à une initiative du président Trump. Je ne sais pas s'il a parlé directement à quelqu'un ou s'il a envoyé un émissaire. À ma connaissance, il n'y a pas eu de contact direct entre Trump lui-même et les responsables iraniens. Mais manifestement, il s'est passé quelque chose. Du côté iranien, on dit qu'ils ont fait savoir qu'ils mettraient fin aux frappes contre Israël quelques heures après l'attaque. Mais quand on regarde d'un peu plus près les raisons de cette décision, il faut rester prudent. Le corps des gardiens de la révolution islamique a indiqué que les forces iraniennes avaient terminé leur dernière opération militaire contre Israël, selon un communiqué publié par l'un de leurs plus hauts commandants. Le communiqué, publié lundi et diffusé par l'IRIB, la télévision d'État iranienne, a présenté l'opération iranienne comme une réponse aux récentes actions militaires d'Israël au Liban, ce que nous savions déjà. Mais voici le point essentiel. Il menace de reprendre les attaques si les actes d'agression et d'hostilité se poursuivent, y compris dans le sud du Liban. Et ça, c'est important, parce qu'il mentionne spécifiquement le sud du Liban, où Israël mène beaucoup d'opérations, notamment contre le Hezbollah. Mais le déclencheur, la ligne rouge, semble avoir été franchi dans ce quartier précis de Beyrouth. Et c'est là qu'Israël, puis l'Iran, ont réagi en conséquence. Alors voilà, ils disent que partout au Liban, que ce soit à Beyrouth ou dans le sud du pays, si Israël tire à nouveau, eh bien eux aussi riposteront contre Israël. Donc maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que le président Trump va faire? Parce que, d'accord, il a réussi à faire en sorte que les deux camps arrêtent d'escalader. Très bien pour lui, c'est utile, mais ça n'aide que dans la mesure où ça nous mène vers un vrai arrêt. Si Israël ne cesse pas complètement ses combats contre le Hezbollah au Liban, on peut s'attendre à ce que tout ça continue, que l'Iran poursuive ses représailles et qu'Israël, de son côté, réponde à nouveau. Pour l'instant, les combats qui avaient repris semblent s'être arrêtés. Oui, il y a bien eu une violation technique du cessez-le-feu, c'est certain. Mais la vraie question, c'est jusqu'où ça ira, et surtout, ce qui va se passer maintenant. Personne ne le sait vraiment, parce que personne ne sait ce qu'Israël va faire ensuite. Le président Trump, lui, essaie de dire, eh bien, peut-être qu'il faudrait tout arrêter pour qu'on puisse enfin avancer vers ces fameuses négociations de fin de guerre et régler tout ça une bonne fois pour toutes. Mais ça n'a pas vraiment aidé, parce que, d'après un reportage diffusé, je crois, sur MSNBC ce matin, on expliquait à quel point le camp iranien est en réalité très désireux de parvenir à un accord. Un responsable iranien, impliqué dans les discussions entre les États-Unis et l'Iran, m'a envoyé un message ce soir. Et rappelez-vous, ici dans la région, il est très tôt le matin. Il m'a dit qu'un accord avec le président Trump n'était plus envisageable à ce stade. Cet officiel a tenu le président Trump pour responsable de la situation actuelle au Liban et de l'escalade en cours. J'imagine qu'il parle de la réponse iranienne, puisque l'Iran avait toujours fixé comme ligne rouge de ne pas attaquer Beyrouth. C'est donc une évolution assez intéressante, car cela signifie que l'Iran estime désormais, et je le rappelle, il s'agit d'une personne liée aux négociations, qu'il ne peut plus avoir de dialogue ouvert avec le président Trump, ni conclure un accord avec lui.
Vous voyez, en seulement quelques heures ce matin, le président Trump a déclaré qu'un accord était sur le point d'être conclu, que nous étions dans les dernières étapes. Et dans le même temps, la partie iranienne a publiquement affirmé qu'il n'y avait aucune négociation, que nous n'étions proches de rien, parce qu'ils n'avaient aucune confiance ni dans les États-Unis, ni dans Israël. Et encore une fois, je le répète sans cesse, et c'est en train de se vérifier une fois de plus sous vos yeux. Sans confiance, même entre des adversaires, même avec quelqu'un qu'on déteste, sans confiance, on ne peut pas parvenir à un accord. On ne peut même pas obtenir ce qu'on veut. Si une négociation, une vraie négociation, c'est que chacun doit pouvoir donner quelque chose pour obtenir quelque chose, il faut aussi que l'autre partie ait confiance. Confiance que ce que vous offrez, vous allez tenir parole et qu'elle pourra effectivement recevoir ce que vous proposez pour ensuite vous donner ce que vous attendez. Donc, si vous voulez vraiment parvenir à un accord, si vous avez absolument besoin de débloquer une situation, il faut d'abord construire cette confiance. Et c'est là que se trouve le vrai problème, ici aussi. Parce que l'Iran a tracé une voie pour ça. Ils disent qu'il y a un moyen de bâtir la confiance. Il y a plusieurs choses dont ils ont besoin et qu'ils exigent dès le départ. Ils veulent la libération immédiate de 24 milliards de dollars de leurs avoirs gelés. Et ils demandent, au minimum, la levée des sanctions sur le secteur de l'énergie. Ils limitent ça et ils demandent la levée du blocus américain. Ils ont dit que si on fait ces choses-là d'abord, alors on pourra entamer des négociations sur la question plus vaste et plus délicate du traitement nucléaire, tout le programme, que ce soit la capacité de retraitement, le matériau enrichi à 60% ou d'autres matières encore, la question de savoir s'ils vont avoir la bombe et ce qu'ils doivent faire pour prouver qu'ils ne l'ont pas, tout ça, ils sont prêts à négocier, mais seulement après ces étapes préalables parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de confiance. Vous venez d'ailleurs de les entendre le répéter il y a seulement quelques heures. Mais malheureusement, il y a un « mais ». Hier, le président Trump, dans une interview sur NBC News, a abordé l'un de ces sujets et on lui a posé la question très directement. Est-ce que vous êtes prêt à faire ces choses d'emblée, comme l'exige l'Iran? Est-ce que vous débloqueriez des avoirs iraniens ou lèveriez certaines sanctions dès le départ, dans le cadre d'un accord? Donc, cela se ferait seulement après qu'ils aient remis leur matériel d'enrichissement nucléaire. Pas comme Obama. Obama, lui, volait à bord d'un Boeing 757, un avion que je connais très bien. Ils ont enlevé les sièges et ils l'ont rempli avec 1,7 milliard de dollars en liquide, pris dans les banques du Maryland, de Virginie et de Washington, D.C. Ils ont vidé les banques, ils leur ont donné 1,7 milliard en billets, puis des dizaines de milliards de dollars encore. Ils n'ont cessé de leur donner de l'argent. Et ça n'a pas marché. Ça ne marche jamais d'ailleurs. Vous deviez négocier un meilleur accord. Est-ce que vous regrettez de ne pas l'avoir fait pendant votre premier mandat avant de déchirer l'accord? Non, ils n'étaient pas prêts. Non, là, c'est bien mieux. Oui, à ce moment-là, ils n'étaient pas prêts. Bien sûr que c'est absurde. Sur la dernière partie, là, quand Kristen Welker lui demandait « Vous aviez promis, en sortant du JCPOA en 2018, de renégocier un meilleur accord. » Et elle essayait vraiment de le pousser là-dessus. Alors, je vais vous montrer ensuite que ça a commencé à créer une certaine tension. C'était tout au long de l'interview publiée par NBC. Elle durait environ 39 minutes. Et ça devient assez tendu vers la fin. Vous allez le voir dans un instant. Mais on sentait déjà que ça commençait à ce moment-là, quand elle insistait sur cette question. Elle disait « Voilà ce que vous aviez dit avant, et vous ne l'avez pas fait. Alors pourquoi le feriez-vous maintenant »
et lui a répondu, « Eh bien, ça prend beaucoup de temps pour faire ça. » Et puis, il part là-dedans. Il parle longuement de la guerre du Vietnam qui aurait duré 19 ans et d'autres choses encore. Espérons qu'il ne parle pas de ça ici. 19 ans, ce serait un peu problématique. Bref, le point c'est qu'au début de cet extrait, on l'entend dire clairement « Non, catégoriquement non, je ne vais rien leur donner à l'avance. » Et ensuite, il se lance dans tout un discours. Et encore une fois, je n'arrête pas de dire qu'il est en train de creuser sa propre tombe, qu'il se complique la tâche en revenant sans cesse sur cette histoire d'Obama qui aurait donné 1,7 milliard de dollars en liquide et tout ce genre de choses. Avec cette image très marquante du pillard, ils auraient enlevé les sièges, rempli l'avion de billets, et lui qui dit « Moi, je ne ferai jamais ça. » Très bien, mais dans ce cas-là, tu n'auras jamais d'accord. Si c'est vraiment votre position, alors peu importe ce qui se passe ailleurs, même si ces autres situations comptent aussi. Mais si le problème fondamental, c'est que l'Iran a déclaré ce matin qu'il n'y avait aucune confiance entre les deux parties, alors comment peut-on envisager des négociations? On ne s'est même pas encore rencontrés en face à face. Et puis, ils ont déjà dit auparavant, voilà comment vous pouvez commencer à rétablir un peu de confiance. Ils veulent des garanties dès le départ, parce qu'ils estiment qu'on leur a menti 2 fois et qu'on est allé en guerre en plein milieu de négociations. Donc, ils ne feront confiance à rien de ce qu'on dit, tant qu'ils n'auront pas obtenu quelque chose d'abord. Ils contrôlent le détroit d'Ormuz, et il n'y a rien que nous puissions faire pour leur retirer ce contrôle. On a essayé. Et si on pensait qu'il y avait la moindre chance d'ouvrir ce passage par la force militaire, je vous garantis qu'on l'aurait déjà fait. Le fait qu'on les montre bien qu'on ne peut pas, parce que l'armée sait qu'on ne peut pas. Et il y a des raisons très concrètes à ça, je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Alors, où est-ce que ça nous mène? Eh bien, ça laisse le président Trump dire « Je ne vais libérer aucun fonds. Je ne vais rien leur donner à l'avance. C'est eux qui vont tout me donner d'abord. » Il n'y aura pas d'accord, mais en même temps, il y a un accord en vue, et on y est presque. On est dans la phase finale. Tu vois, rien qu'en m'écoutant parler là, tu peux te dire c'est complètement fou. C'est même un peu contradictoire, rien que dans cette explication. Alors imagine si tu es l'autre partie à la négociation. Pourquoi il ferait ça, alors qu'il contrôle le détroit d'Ormuz, en sachant les conséquences énormes que ça a sur l'économie mondiale, sur l'économie américaine, et la pression que ça met sur le président Trump à l'intérieur du pays? Pourquoi il dirait « Bon d'accord, on en a marre, parce que votre blocus nous touche aussi, ça fait mal. Alors voilà, on va vous faire confiance une fois de plus. On vous donne tout ce que vous demandez dès le départ et on espère juste que vous tiendrez parole après coup. Même si c'est lui qui a déchiré l'accord en 2018, même si c'est lui qui est parti en guerre en 2025 et en 2026. Mais bien sûr, on va essayer. Personne ne ferait ça. Personne qui détient un levier aussi fort que le contrôle du détroit d'Ormuz ne va y renoncer. Voilà où nous en sommes. On est revenu à la case départ, exactement là où on en était au début, au 40e jour de la guerre, avec un cessez-le-feu qui cherche toujours une issue. Et il n'y en a pas. Il n'y a toujours aucune perspective, parce que le président Trump a en gros retiré cette option de la table, en écartant la seule chose qui pourrait vraiment lancer une négociation sérieuse. Tant qu'il ne change pas ça, on va rester dans le statu quo. Enfin, pas tout à fait le statu quo, parce qu'il y a eu un autre changement dont je ne vous ai pas encore parlé. C'est ce qui se passe en mer Rouge. Les Houthis sont maintenant entrés dans la bataille. Désolé, ils crient toujours très fort à ce moment-là, mais vous pouvez lire les sous-titres en bas de l'écran. Voici le porte-parole des Houthis qui explique qu'ils participent désormais au combat.
Premièrement, nous déclarons la présence de la puissance maritime totale et complète contre l'ennemi israélien en mer Rouge. Nous considérons que tous les mouvements de l'ennemi sont désormais des cibles militaires pour nos forces armées, à partir du moment où cette déclaration a été annoncée. Deuxièmement, nous affirmons que nous répondrons à toute escalade par une escalade. Nos opérations militaires vont s'intensifier en fonction de l'évolution des événements et des combats, en coordination avec l'axe du djihad et de la résistance. Troisièmement, nous réaffirmons le droit de notre peuple, ainsi que celui des peuples libres de notre nation, à faire face à l'agression américano-israélienne. Et nous ne resterons pas les bras croisés face au blocus injuste imposé à notre peuple et au peuple de l'axe du djihad et de la résistance. Vous voyez bien que tout cela ne s'est pas arrêté. Donc si on vous a montré que la diplomatie du président Trump au téléphone ce matin a apparemment réussi, pour le moment, à convaincre Israël de ne pas riposter avec la nouvelle salve de missiles contre l'Iran qu'ils avaient prévue pour aujourd'hui, eh bien, que ce soit une coïncidence ou grâce à Trump, on ne sait pas. Mais apparemment, pour l'instant du moins, la partie iranienne a déclaré qu'elle allait cesser ses tirs de missiles. En revanche, ce qui n'a pas changé, c'est la déclaration des Houthis qui affirment maintenant qu'ils rejoignent le combat. Donc, tout cet axe de la résistance est désormais pleinement engagé. Et vous avez le Hezbollah au Liban. Apparemment, on a une partie de Kataeb Hezbollah et d'autres groupes en Irak. On a aussi les Houthis au Yémen. Tous se rallient à l'Iran. Donc maintenant, ils ont activé presque tout leur axe de résistance. On se demandait un peu pourquoi ça ne s'était pas produit plus tôt. Difficile de dire exactement pourquoi. Mais il semble que ce soit désormais le cas sur toute la ligne. Je pense qu'une partie de la raison, c'est que l'Iran se rend compte qu'il est dans une position beaucoup plus forte. Et tout le monde le voit aussi. Et je crois que les autres éléments de cet axe de résistance se disent, tiens, peut-être que cette fois, c'est l'Iran qui va en sortir gagnant. C'est peut-être le moment de se joindre à eux et de faire quelque chose à ce sujet. Alors la vraie question, c'est que vont faire les Houthis? Parce que s'ils ferment le Bab el-Mandeb, qui est l'autre détroit de la mer Rouge, s'ils font ce qu'ils ont annoncé ici, en disant « aucun navire soutenu par Israël ne passera », eh bien, si c'est vraiment ce qu'ils décident, et s'ils considèrent que cela inclut tout type de pétrole qui transite par là, il faut se rappeler qu'une grande partie du pétrole saoudien, ainsi que celui d'autres pays du Golfe, passe par un oléoduc qui débouche dans la mer Rouge, puis sort par le Bab el-Mandeb. Je crois qu'il y a entre 3 et 4 millions de barils par jour qui en sortent. Si les Houthis ferment ce passage et ne laissent plus rien passer, et qu'on se retrouve avec la même situation dans le détroit d'Ormuz, là on ne parle plus d'environ 12 millions de barils par jour, mais plutôt de 15 millions de barils de pétrole qui ne sortiraient plus. On verra bien ce qui se passe. Pour l'instant, ce n'est qu'une déclaration. Je n'ai encore vu aucune action concrète. Mais si eux aussi ferment ce passage, alors la pression sur les États-Unis et sur toute la région va encore s'intensifier et il deviendra encore plus urgent de mettre un terme à tout ça. Ça pourrait vraiment tout compliquer. En résumé, tout ça montre à quel point ces combats sont fragiles à cause de toute cette situation de guerre. On est dans une sorte de cessez-le-feu qu'on viole parfois. Parfois c'est le camp iranien, parfois c'est le camp israélien.
Donc il y a eu pas mal d'incidents et chaque jour c'est un peu plus instable. Mais le fait que les Houthis aient maintenant déclaré, au moins verbalement, qu'ils participent à ce conflit, et apparemment aussi Kataïb Hezbollah en Irak. On verra bien ce que tout ça donnera concrètement. Ils attendent peut-être tous de voir si Israël frappe à nouveau. Et je peux vous dire avec pas mal de certitude que si Israël dit « Très bien, président Trump, on s'est arrêté un moment, mais on va rien faire ». Même si c'est le Hezbollah. Si le Hezbollah, depuis le Liban, lance des frappes contre Israël, je vous garantis qu'Israël ripostera aussitôt. Et la question c'est, est-ce que l'Iran va s'en servir encore une fois comme prétexte pour dire « D'accord, on l'avait dit, si vous touchez au Hezbollah, on frappera Israël à nouveau ». Vous voyez tout ça, enfin qui sait, avant même la fin de la journée, la situation peut complètement se dégrader. Mais au fond, il n'y a aucun chemin vers la fin de cette guerre. On en revient donc à ce que j'ai déjà dit. La meilleure stratégie du président Trump, c'est la théorie du retrait. On va d'ailleurs revenir là-dessus dans l'interview de NBC News un peu plus tard aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'éléments là-dedans qui sont très liés à tout ça. Mais l'un des points qu'il a soulevé, et sur lequel je crois qu'on n'a pas encore insisté, c'est qu'il parle de la nécessité de mettre fin à la guerre. Et il n'a absolument aucun plan concret pour ça. Il a juste une ambition, une idée. Et puis vous voyez, ce qu'on vous a montré, c'est que les éléments même qui sont indispensables pour avancer, il refuse de les mettre en place. Donc il se retrouve coincé de tous les côtés, pendant que le pétrole reste hors du marché mondial. Et bien sûr, la seule raison pour laquelle le prix du pétrole n'a pas explosé jusqu'au plafond, pour l'instant, c'est grâce à une combinaison de plusieurs choses. Les réserves stratégiques de pétrole, un peu partout dans le monde, et d'autres sources qui inondent le marché pour compenser une partie des pertes dans le détroit. Et puis, il y a aussi un phénomène intéressant de baisse de la demande. La Chine consomme moins d'énergie, donc elle n'en a même plus besoin. C'est cette combinaison de facteurs qui a permis de contenir les prix. So it's went from whatever it is, low 60s up to the current mid 90s, I think, as it is at the moment. But that's obviously is a problem. But when those SPRs run out, and God help us if also the Bab al-Mandab is add to the problem here, because now then you can't hide it. Once the SPRs run, and apparently that could happen this month, some of them are going to be running so low that they'll effectively be out, and then you can't hide it anymore. And then it won't be a matter of manipulating the markets and making the paper price one thing, because there just won't be enough physical oil. You can't print oil. You can lie about it, but you can't print it. You can't manufacture it out of thin air. If it's not there, it's just not there. Si ce n'est pas là, eh bien, ce n'est pas là. On ne peut pas fabriquer du diesel avec quelque chose qu'on n'a pas. On ne peut pas non plus produire du kérosène avec quelque chose qu'on n'a pas. Donc la pénurie physique finira par s'imposer, quoi qu'il arrive. Le président Trump en est sûrement conscient. Il va donc devoir faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Sinon, la situation va commencer à se manifester et à s'envenimer d'une manière qu'il ne souhaite pas. Apparemment, ce matin encore, il a réussi à repousser le problème un peu plus loin. La question, c'est combien de temps pourra-t-il continuer comme ça? Et je pense que le compte à rebours est lancé, la fenêtre se referme et il ne pourra plus repousser l'échéance très longtemps sans que notre économie en subisse de graves conséquences. On va continuer à suivre ce qui se passe. Écoutez, on a deux invités vraiment intéressants pour vous, un peu plus tard dans l'après-midi. D'abord Matto, qui va entrer dans le détail et expliquer pourquoi il n'y aura pas d'accord avec l'Iran. Il a publié aujourd'hui un article ou un rapport sur Substack
et on va en parler plus en profondeur. Et puis dans l'après-midi, on abordera avec Patrick Henningsen tout ce qui se passe autour du Hezbollah. Les affrontements au Liban avec Israël en tout cas. Parce que je pense que c'est vraiment important de creuser un peu pour bien comprendre quel est le vrai enjeu là-dedans. Parce que ça peut sembler être une question secondaire ou un sujet un peu annexe, mais en réalité, c'est bien plus central qu'on le pense. Et c'est un problème bien plus important pour Israël que beaucoup ne l'imaginent. Et justement, il va vous aider à comprendre pourquoi ils n'ont pas mis fin à cette guerre là-bas. Quelles seraient les conséquences pour Israël s'ils le faisaient, afin que vous puissiez saisir ce que le président Trump demande à Netanyahou et comment les pressions internes en Israël l'empêchent d'écouter le président Trump. Il se passe beaucoup de choses. On va vous aider à y voir plus clair. Et puis, tout à l'heure, vers 15h30, je vais revenir sur ce sujet, sur plusieurs points. En fait, sur ce que le président Trump a dit ailleurs dans cette interview et qui montre très bien à quel point la situation va être compliquée, à la fois de notre côté et à cause des problèmes internes qui touchent le président Trump. Et j'ai aussi quelques autres surprises pour vous dans l'émission de 15h30. On se retrouve donc tout à l'heure dans le Daniel Davis Deep Dive. Vous savez, je ne cherche pas à vous convaincre d'acheter de l'or, ni à vous dire comment gérer votre portefeuille boursier. Mais il y a une façon de nous aider. Abonnez-vous, mettez un j'aime et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez.